Donc, bonjour tous, bonjour à tous. Donc, après avoir traité le premier cours du module de l'ORL, qui était donc consacré aux angines, c'est le cours auquel vous avez assisté la dernière fois. Donc là, on passe au deuxième cours, d'accord, du module, qui est un cours qui, pour vous, a un double intérêt. Alors, premièrement, c'est une question classique d'ORL, donc qui est incontournable et qui fait partie souvent des questions qui font donc l'objet des questions d'examen. Mais aussi, c'est un cours que je veux que vous preniez comme modèle, comme plan de cours de cancérologie. D'accord ? Vous allez voir que toutes les questions de cancérologie que vous aurez à traiter plus tard, aussi, quelle que soit la spécialité que vous faites, d'une part, et pour les concours que vous aurez à passer, c'est-à-dire les concours d'internat et de résidanat, il faut toujours respecter un plan classique. D'accord ? Vous allez le voir. C'est évidemment, ça commence par le rappel anatomique. Ensuite, donc là, quand on dit rappel anatomique, on concerne l'organe et en général les ganglions. D'accord ? Ensuite, c'est l'épidémiologie, l'anapathie, la clinique, la paraclinique, le bilan de la maladie, bilan du malade, d'accord, c'est-à-dire la classification TNM et le bilan préopératoire. Ensuite, c'est la prise en charge thérapeutique avec les différents moyens, donc chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Chaque traitement, il a un but, des moyens, des indications, d'accord. Et ça, c'est valable pour toutes les questions de cancéro. Ensuite vient le chapitre du pronostic et le chapitre de la surveillance. Et enfin, celui de la prévention. D'accord ? Ça, c'est quelle que soit la question de cancéro que vous avez à traiter, cancer du côlon, cancer du rectum, cancer du poumon, cancer de l'estomac, cancer du larynx, cancer du cavum, ce que vous voulez, toujours gardez en tête ce plan classique. Parce que ce plan classique, il vous permet de vous en sortir quelle que soit la question de cancéro. D'accord ? Donc moi, ça, c'est très important pour moi que vous sortiez de ce cours aussi, non seulement en ayant compris ce que c'est que le cancer du larynx, comment il faut absolument, à votre stade, en tant que médecin généraliste, y penser et quand y penser et comment, grosso modo, on le traite, parce que vous n'êtes pas des spécialistes, donc je ne vais pas rentrer dans les détails du traitement, d'accord ? Mais ce que je veux surtout que vous ayez en tête en sortant d'ici, c'est le plan classique de cancer. D'accord ? Voilà, donc, comme je vous ai dit, je vais vous parler du cancer du larynx. Donc, en guise d'introduction, ce qu'il faut savoir, c'est un cancer qui est relativement fréquent. Relativement, je dis bien fréquent. On ne le compare pas en termes de fréquence au cancer du sein, au cancer du côlon, au cancer du poumon, qui sont les cancers les plus fréquents, d'accord ? Mais dans les VADS, pour nous ORL, c'est un cancer qui est fréquent. Tout en sachant que tous les cancers des VADS, dans les pays où on a des épidémiologies, encore une fois, comme en France, représentent le cancer du sein, enfin sont équivalents au cancer du sein, en termes de nombre, d'accord ? C'est ce que je veux dire. Donc, le cancer ORL, si on le met dans les proportions avec les autres types de cancers du corps humain, surtout les plus fréquents, c'est le sein, d'accord ? C'est une femme sur 8, hein, d'accord ? Retenez ce chiffre. Le cancer en général, c'est 2 femmes sur 3, 1 homme sur 3, d'accord ? Donc c'est énorme. Et cancer du sein, c'est 50 000 nouveaux cas par an en France, pour une population de 65 millions d'habitants, d'accord ? On a des chiffres. En France, on a des vrais chiffres, d'accord ? Le côlon, c'est à peu près 25 000, d'accord ? Le poumon, c'est autour de 45 000. Ça, c'est les gros cancers, c'est les plus fréquents, d'accord ? Les VADS kullum, c'est à peu près 50 000 nouveaux cas par an en France, d'accord ? Donc ça vous donne une idée un petit peu de ce que c'est comme proportion. Le larynx tout seul, c'est un des cancers les plus fréquents des VADS. Donc on peut le caler entre 25 et 30% de l'ensemble des cancers des VADS, voie aérodigestive supérieure, d'accord ? Ça vous l'avez compris. Donc, pourquoi il est fréquent et pourquoi il n'est pas si fréquent ? C'est parce qu'il est lié à 2 choses, essentiellement le tabac et l'alcool. Mais plus le tabac que l'alcool, d'accord ? Retenez une chose, c'est que oropharynx, c'est plus alcool, et larynx, c'est plus tabac. D'accord ? Sachant que les 2 facteurs de risque jouent un rôle, si vous voulez, cumulatif quand ils s'associent. Ils travaillent en synergie comme facteur oncogène. Ok ? Le type histologique le plus fréquent de tous les cancers des VADS, et notamment du cancer du larynx, c'est le carcinome épidermoïde. D'accord ? Carcinome épidermoïde, c'est le type histologique le plus fréquent.
Alors, retenez comme idée phare aussi dans cette introduction, et cette slide résume tout le cours. L'introduction, c'est les idées clés de tout le cours. C'est que cliniquement, il se manifeste par les 3 D. Les 3 D. La dysphonie, la dyspnée et la dysphagie. Mais essentiellement, le signe fonctionnel, fondamental, qui amène le patient à consulter, c'est la dysphonie. D'accord? Donc retenez, cliniquement, les 3 D. Type histologique le plus fréquent, carcinome, épidermoïde. D'accord? Donc tumeur glandulaire épithéliale. D'accord? Alors retenez que le diagnostic il se fait sur la clinique. Clinique, c'est-à-dire quelqu'un qui va être examiné pour son larynx, c'est quelqu'un chez qui on va réaliser 2 types d'examens possibles. Autrefois, c'était la laryngoscopie indirecte au miroir, c'est-à-dire je vais vous montrer sur des images, un miroir au fond de la gorge du patient et on regarde indirectement le larynx en regardant dans le miroir. Aujourd'hui, on a inventé quelque chose de mieux, de plus performant, c'est ce qu'on appelle la nasofibroscopie. Laquelle nasofibroscopie, introduite dans le nez, va jusqu'au cavum et descend, d'accord, dans le larynx pour pouvoir voir cet organe. Ok? Donc cet organe qui est vu et dont le diagnostic, enfin le cancer du larynx dont le diagnostic est fait par l'intermédiaire de cette nasofibroscopie, diagnostic encore une fois de présomption, car tout diagnostic de cancer, rappelez-vous aussi de ça, en sortant de cette salle, c'est un diagnostic histologique, anatomopathologique. Même si vous voyez une lésion qui ressemble à du cancer chez un patient qui est dysphonique, on n'annonce pas le diagnostic de cancer, on n'annonce pas le diagnostic de cancer qu'il faut annoncer. Il ne faut pas raconter des bobards aux maladies. Non, tu n'as rien, on va te traiter. Le cancer, c'est pas grand-chose, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, non. Une fois qu'on a posé le diagnostic à l'histologie, il faut expliquer au malade ce qu'il a. D'accord? Et lui expliquer qu'on va rentrer dans une phase de prise en charge. Cette prise en charge, elle est assurée après avoir fait le diagnostic, après un bilan d'extension, que je vais vous expliquer, qui aboutit donc à une classification de cette pathologie, qu'on va stadifier, d'accord? Puis ensuite va démarrer le traitement. Le traitement du cancer du larynx, il repose sur 2 armes thérapeutiques essentiellement. C'est la chirurgie et la radiothérapie. La chimiothérapie a des indications, essentiellement dans le traitement palliatif, mais n'est pas, on va dire, comme dans certains autres cancers, la clé du traitement. D'accord? Donc c'est seulement chirurgie et radiothérapie. Alors retenez une chose, c'est que le pronostic de ces cancers du larynx, par rapport aux autres cancers des voies aérodigestives supérieures qui ont un très mauvais pronostic global. C'est-à-dire que les cancers de VAD, c'est parmi les plus mauvais cancers. D'accord? Ils sont très méchants. Les cancers de langue, les cancers de l'oropharynx, les cancers de la cavité buccale sont très 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 méchants. D'accord? Ils ont un mauvais pronostic. Parmi ceux-là, si on veut comparer, on dit que le cancer du larynx a un meilleur pronostic et que tout stade confondu, il a une survie à 5 ans qui est au-delà de 50%. Ceci évidemment est modulé par le stade de la maladie, c'est-à-dire le délai de consultation du patient. Est-ce que c'est une petite tumeur localisée qu'on va pouvoir éradiquer par un traitement chirurgical conservateur, d'accord? Ou si c'est un malade qui arrive avec une grosse patate, d'accord? En général, les T4 du larynx sont d'un mauvais pronostic, d'accord? Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un T4 tout à l'heure. Mais les petites T1, petite tumeur d'un corde vocale limitée avec corde vocale mobile qui est traitée chirurgicalement et maintenant même par certaines équipes en traitement endoscopique, d'accord? Avant endoscopique, on fait des résections au laser, une tumeur débutante chez les patients qui consultent rapidement. Ben là, la survie est excellente, d'accord? Retenez une chose aussi, la surveillance est à vie. Ce genre de patient, il faut qu'il débarque dans votre cabinet, il faut que vous le voyez en consultation, il faut que vous l'avez confié à l'ORL, si vous n'êtes pas ORL, c'est un patient qui va être suivi toute sa vie, c'est un abonné à vie au cabinet du médecin, avec un rythme de surveillance qui est bien précis, que je vous expliquerai après. C'est tous les 3 mois pendant 2 ans, tous les 6 mois pendant 3 ans, puis tous les ans par la suite jusqu'à sa mort. D'accord? Donc c'est des patients souvent, quand vous les prenez en charge, si vous avez de la chance de les prendre en charge rapidement, c'est des malades que vous prenez en charge pour des petites lésions. Après, vous serez amené à élargir les indications chirurgicales, il faut les reprendre. Et enfin, des fois à totaliser, faire une laryngectomie totale quand vous les prenez tôt. Quand vous les prenez tardivement, c'est des patients qui sont tout de suite opérés pour une chirurgie lourde, d'accord?
avec ablation de tout l'organe, avec les conséquences que je vais vous expliquer par la suite. Et là, c'est des patients dont la survie est généralement limitée. D'accord? Mais quel que soit X, que vous les preniez tôt ou tard, c'est des malades que vous prendrez en charge à vie. Et là, ça sera longtemps. S'ils veulent mourir rapidement, ça sera peu de temps. Mais de toute façon, c'est des patients que vous prendrez en charge à vie. D'accord? Évidemment, quand on parle de pronostic, personne ici n'est bon Dieu. C'est-à-dire que vous dites jamais aux malades, vous avez 30% de chance de survivre à 5 ans. Parce que lui, il s'en fout de ça. Parce qu'il peut faire partie des 70% de ceux qui vont vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Votre boulot, c'est de prendre en charge le malade, c'est-à-dire de faire le diagnostic, de traiter, chirurgicalement ou en radiothérapie ou ce que vous voulez, en fonction de ce que vous faites dans la vie. Mais ce qu'il ne faut surtout pas dire, ou jamais s'engager avec un patient sur une histoire de pourcentage ou de pronostic. Ça, c'est des histoires pour le médecin. Okay? Donc vraiment, on ne peut jamais affirmer quelque chose par rapport au génie évolutif d'un cancer, en sachant qu'il y a des malades qui répondent à aucune logique, avec des tumeurs qui marchent bien, qui sont des bons répondeurs. Et d'autres, vous n'allez pas comprendre pourquoi, qui vont flamber sur une petite lésion que vous allez voir tôt, avec des formes cliniques extrêmement invasives, extrêmement érosives, extrêmement méchantes. D'accord? Donc retenez enfin que ce des patients, lorsqu'ils sont traités, ben on enlève le cancer, on enlève la tumeur, on essaie de les guérir, mais aussi on essaie de leur restaurer la fonction de l'organe. Il y a aujourd'hui des procédés, je vais vous en parler dans le traitement, qui permettent de réhabiliter ces patients, c'est-à-dire les réinsérer socialement, parce qu'on leur a enlevé l'organe de la phonation, d'accord? Cet organe de la phonation n'étant plus là, on les réinsère socialement grâce à des procédés qu'on appelle les moyens de réhabilitation. Ces moyens de réhabilitation, c'est par exemple la pose d'une prothèse phonatoire, qui s'appelle la Provox, c'est une prothèse phonatoire qu'on met en place chirurgicalement, ou d'autres moyens qui s'appellent le laryngophone, je vous expliquerai ce que c'est dans la partie prise en charge. C'est clair tout ça? Voilà. Cette plaque-là que vous voyez derrière moi, cette introduction, vous pouvez la prendre par cœur, parce que c'est quelque chose que vous pouvez sortir dans toutes les introductions de cours de cancérologie. Si on vous demande de me parler du cancer du côlon, ben je vais vous dire c'est un cancer qui est fréquent, c'est un cancer qui touche à peu près 25 000 nouveaux cas par an en France, si je connais ce chiffre. Ensuite, je vais vous dire que c'est un cancer qui n'est pas lié au tabagisme chronique et à l'alcoolisme, mais que c'est un cancer qui touche les malades qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin, qui touche les malades qui ont des polypes, d'accord, ou des polyposes adénomateuses familiales. Ensuite, je vais vous dire que le type le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome, d'accord. Ensuite, je vais vous dire que la symptomatologie, c'est essentiellement le syndrome dysentérique, la diarrhée, les épreintes, les faux besoins, ce que vous voulez, d'accord. Ensuite, je vais vous dire qu'il faut à l'intérêt d'un bilan radio, etc. Je vais passer en disant que le traitement il est essentiellement radiochirurgical, qui consiste en un traitement par une colectomie, etc., etc. Et je vais vous dire que le pronostic du cancer du côlon n'est pas mauvais parmi les cancers digestifs. Et ensuite, je vais vous dire que la surveillance est à vie et qu'il faut réhabiliter les gens, d'accord. Et je vais vous dire enfin que le meilleur moyen, c'est la prévention, surveiller les gens qui ont des polyposes, etc., etc. Vous avez compris ça? Ça, c'est très important. Cette plaque-là, elle est valable. C'est ce qu'on appelle un plan bateau. Vous pouvez sortir ça n'importe quand, au concours d'internat, au concours de résidanat, et vous me sortez ça. Quand on vous demande d'introduire une question de cancérologie, vous pouvez mettre ça tout le temps. D'accord? Bien. Alors, rappel anatomique, anatomie simple. Je ne vais pas compliquer les choses, comme dans tous les cours d'ORL, parce que l'anatomie classique, on vous l'a fait en cours d'anatomie. Donc, le rappel anatomique, c'est juste pour vous rappeler que le larynx, c'est un ensemble de pièces cartilagineuses, d'accord, comme vous le savez. Certaines sont paires, d'autres sont impaires. Ok. Parmi les types, les cartilages qui sont impairs et médians qu'il faut connaître et qui sont fondamentaux, c'est le cartilage thyroïde, le fameux bouclier avec la pomme d'Adam, avec les deux lames quadrilatères qui se rejoignent en avant, l'abaga-chaton, qui est le cricoïde, et les deux aryténoïdes que vous voyez ici, d'accord, ici, ok, qui sont l'unité crico-aryténoïde et l'unité fonctionnelle qui permet de parler. Donc, c'est une portion hautement différenciée du tube aérifère qui fait suite donc, à l'oropharynx et qui se prolonge par la trachée, okay, et qui intervient dans trois fonctions essentielles qui sont la phonation, la déglutition et la respiration. Okay. En haut, le cartilage épiglottique, qui est ce fameux clapet, qui permet d'aller soit vers la voie respiratoire ou la voie digestive, en fonction s'il est ouvert ou fermé, avec un autre système de protection, qui est le système de la corde vocale, qui en s'ouvrant, en se fermant, empêche le bol alimentaire d'aller dans la trachée et donc de faire des fausses routes, d'accord. Et au moment de la respiration, finit par s'ouvrir. Okay.
La physiologie de la phonation, je ne vous la rappelle pas, c'est tout simplement le puff, petite quantité d'air qui passe après la soufflerie pulmonaire et qui va finir par l'effet rétro-aspiratif de la muqueuse de corde vocale, ce qu'on appelle l'effet Bernoulli, faire remonter cette quantité d'air vers les cavités de résonance, c'est-à-dire cavité buccale, oropharynx, et transformer la voix en parole. Donc tout ça, vous en foutez, c'est pas important pour l'examen, etc. C'est juste pour vous replanter le décor. Se souvenir que, ici, on a ce qu'on appelle deux cordes vocales, les fausses cordes vocales en haut qui s'appellent les bandes ventriculaires, d'accord, et les vraies cordes vocales qui s'appellent ici les cordes vocales inférieures, d'accord. Entre les deux, vous avez ce diverticule latéral qui s'appelle le ventricule de Morgani, ok, et cet étage, c'est l'étage glottique. En haut, étage susglottique, en bas, étage sous-glottique. Très bien. Donc ça, c'est important, par contre, de savoir que les cordes vocales qui sont deux rubans blancs nacrés, qui sont tendus entre l'angle rentrant du cartilage thyroïde en avant, délimitant ici ce qu'on appelle la commissure antérieure, et la commissure postérieure ici, délimite un espace qu'on appelle la glotte, c'est ça la glotte, ça c'est les cordes vocales, angle rentrant du cartilage thyroïde, apophyse vocale du cartilage arythénoïde. D'accord? Tout ce beau monde-là, il est innervé par quoi? Les muscles du larynx sont innervés par quel nerf? Le nerf récurrent, très très bien. Donc nerf récurrent ou nerf laryngé inférieur qui innerve tous les muscles sauf le cricothyroïde. D'accord? Tous sont innervés, les muscles adducteurs et les muscles abducteurs, sauf le muscle donc tenseur de la corde vocale qui est innervé par le laryngé supérieur. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Pour moi, ce qui est important, c'est cette classification en 3 étages, d'accord, coupée au milieu par ce fameux plan glottique. Comme ça, quand on parle en matière de chirurgie, on vous dit ce sont les cancers de l'étage susglottique, les cancers de l'étage glottique et les cancers de l'étage sous-glottique. Voilà ce qui est important pour vous en anatomie. Ok? Alors ensuite, quand on parle d'anatomie, toujours, on parle d'anatomie de l'organe qui va être touché par le cancer et des ganglions.